12 août à l'aube, un ultimatum tombe et l'équation se renverse brutalement. 70% de l'or exigé, 5,6 milliards, en menace. Pourtant, plus la pression s'intensifie, plus la position nationale se durcit, créant un paradoxe stratégique difficile à ignorer. Que change réellement pour les observateurs et pour les États voisins le moment où Ibrahim Traoré refuse une manœuvre conçue pour plier un pays entier? Une reconfiguration silencieuse du pouvoir régional commence à poindre. Cette analyse s'engage sur une promesse claire: démêler, sans emphase ni spéculation, la mécanique réelle qui transforme une contrainte externe en levier interne. Le bénéfice pour le lecteur est très simple: comprendre de façon concise comment une crise devient un test de souveraineté opérationnelle. L'enjeu dépasse largement un différend financier ponctuel. Il touche à la capacité d'un État à préserver l'accès à ses ressources, à coordonner ses institutions sous pression et à éviter que des décisions imposées de l'extérieur ne redéfinissent durablement son autonomie. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement une somme ou un pourcentage, mais la solidité d'un système face à une pression coordonnée, combinant instruments financiers, diplomatiques et symboliques. L'analyse adopte un angle volontairement factuel: suivre les décisions, observer leurs effets immédiats, puis mesurer les répercussions structurelles, sans prêter d'intentions cachées, non étayées. Une question guide cette partie. Euh, à quelles conditions une réaction rapide peut-elle éviter l'asphyxie économique tout en ouvrant un espace d'action inédit? C'est ce fil rigoureux et progressif qui permet d'évaluer ce qui est réellement défendu lorsque les ressources nationales deviennent l'objet central du rapport de force. La rupture survient plus tôt que prévu et elle se lit dans un chiffre brutal: 48 heures. C'est le délai imposé pour céder 70% des réserves d'or ou régler l'équivalent de 5,6 milliards, une contrainte conçue pour ne laisser aucune marge de manœuvre. Ce cadrage initial donne l'illusion d'un scénario écrit d'avance. Pourtant, dès la réception du télégramme horodaté 06h30, un élément méconnu modifie l'équation: l'existence, confirmée en interne, d'un gisement aurifère majeur jusqu'alors absent des radars occidentaux. Ce détail, discret mais déterminant, transforme une pression financière en enjeu informationnel. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi face à une alternative inhabituelle: subir une exigence comptable ou exploiter un avantage stratégique que ses interlocuteurs ignorent. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut revenir au contexte immédiat. Le Burkina Faso évoluait déjà dans un environnement de dépendance structurelle, marqué par une forte présence étrangère dans l'exploitation minière et par une exposition élevée aux flux financiers externes. L'ultimatum ne crée pas cette fragilité, il la rend visible et l'amplifie. C'est précisément ce point qui change la lecture de la crise. La demande n'est pas formulée comme une base de négociation, mais comme un acte de contrainte destiné à produire une réponse mécanique. Dans les heures qui suivent, la réaction s'organise différemment de ce qui était attendu. Une réunion d'urgence rassemble responsables civils, militaires et techniciens du secteur minier. L'objectif n'est pas de gagner du temps, mais de requalifier la nature du conflit.
L'économie n'est plus seulement un terrain de pression, elle devient un levier potentiel de réorganisation interne. Ce moment éclaire le reste de l'analyse. La crise ne se limite pas à un affrontement chiffré. Elle révèle comment, sous contrainte extrême, un État peut redéfinir ses priorités et redistribuer son propre pouvoir d'action en s'appuyant sur l'information, la coordination et la rapidité de décision. Dans la phase initiale de la riposte, une figure s'impose comme point de convergence des décisions, non par un discours spectaculaire, mais par une méthode. Ibrahim Traoré adopte une posture qui surprend les observateurs. Refuser toute réaction défensive réflexe et privilégier une organisation rapide, transversale et discrète. Ce choix façonne immédiatement la nature des premiers effets. Le rôle du dirigeant ne se limite pas à l'arbitrage politique. Il consiste à agréger des compétences rarement réunies dans l'urgence. Officier SURHSB, officier supérieur, ingénieur minier, économiste public et responsables régionaux. Cette configuration produit un déplacement subtil du centre de gravité décisionnel. L'enjeu n'est plus de répondre à une pression extérieure, mais de structurer une capacité interne cohérente face à une contrainte donnée. Sur le terrain, les impacts apparaissent dans sa mise en scène. Des unités spécialisées sont redéployées autour des zones aurifères avec une consigne précise: sécuriser sans provoquer. Cette nuance est essentielle. Elle vise à empêcher toute ingérence ou perturbation logistique, tout en évitant une escalade qui aurait renforcé la narration adverse. Les autorités locales, informées plutôt qu'à l'accoutumée, rapportent un changement d'attitude parmi les travailleurs miniers. L'incertitude initiale se transforme en mobilisation prudente, structurée autour de la protection des sites. Dans l'appareil administratif, un autre mouvement s'enclenche. Les CNAKT, les services financiers, procèdent à une cartographie accélérée des vulnérabilités externes afin d'anticiper les effets de sanctions potentielles. Cette clarification réduit les zones d'ombre et aligne les institutions sur une lecture commune de la situation. Ces effets immédiats ne constituant pas une victoire visible, ils forment une ossature. Leur importance tient à une conséquence centrale. La capacité d'action commence à se redistribuer à l'intérieur même de l'État. Au fond, on voit la crise cesser d'être subie et devenir structurante. Avant l'ultimatum, la trajectoire semblait prévisible. Les mécanismes habituels de pression financière fonctionnaient selon une logique éprouvée: exigences formelles, délais courts, puis ajustements imposés. Après l'ultimatum, la séquence se fragmente et change de rythme. Ce basculement marque le véritable point de départ de la dynamique observée. Le déclenchement s'opère en 3 temps nets. D'abord, la notification officielle datée du 12 août fixe un cadre rigide, céder une part écrasante des réserves aurifères ou s'exposer à des sanctions d'emblure. Ensuite, la mobilisation interne démarre presque immédiatement. Une série de décisions opérationnelles, prises dans un laps de temps réduit, vise à sécuriser les sites stratégiques et à préserver l'accès national au gisement. Enfin, une rupture s'installe avec les circuits habituels de décision, jusque-là fortement dépendants d'acteurs extérieurs. Ibrahim Traoré pose alors un principe simple et non négociable: aucune ressource stratégique ne sera transférée sous contrainte. Le pic de la séquence intervient dans les 48 heures suivantes. Les opérations de sécurisation
initialement concentrés sur les principales mines, s'étendent aux routes de transport et aux zones de stockage. Des mouvements inhabituels sont détectés par des systèmes d'observation étrangers, interprétés comme une posture défensive. Côté burkinabé, ces mêmes mouvements relèvent d'une logique de mise à l'abri du capital minéral. Parallèlement, un noyau de spécialistes, géologues, ingénieurs, logisticiens entre en action pour garantir la continuité opérationnelle des sites récemment confirmés. Cette phase révèle un élément clé: la réponse n'est pas improvisée. Elle s'appuie sur une préparation discrète antérieure à la crise. Dans le même temps, les entreprises minières étrangères perdent l'accès physique à plusieurs zones clés. Ce retrait contraint ouvre une brèche dans un modèle d'exploitation ancien fondé sur une présence externe dominante. Les forces nationales prennent le relais, modifiant la structure de contrôle sans annoncer de changement immédiat de volume. La tension diplomatique s'intensifie. Des messages de non-conformité se transforment en avertissements explicites, tandis que les échanges confidentiels se multiplient dans plusieurs capitales occidentales. La rémanence, enfin, s'installe lorsque le rythme ralentit sans que la transformation ne s'inverse. Les unités déployées stabilisent leur présence. Les inspections publiques se succèdent afin de vérifier les chaînes de contrôle. Les administrations financières recalculent leur marge de manœuvre en intégrant l'hypothèse de sanctions prolongées. Surtout, un déplacement budgétaire discret s'opère. Une part croissante des revenus miniers, auparavant orientés vers des circuits extérieurs, commence à alimenter un fonds national. Cette séquence produit un effet durable. La crise n'est plus un épisode ponctuel, mais un processus structurant. En refusant une réponse mécanique, Ibrahim Traoré transforme une contrainte aiguë en catalyseur d'une recomposition interne dont les effets dépassent largement le moment initial. Au point de départ, la situation peut être résumée par une équation simple et contraignante. Au point de départ, tout repose sur un ultimatum formulé en deux options exclusives: la cession de 70% des réserves d'or ou le paiement immédiat d'un montant équivalent à 5,6 milliards. Ce cadrage enferme le pays dans un plafond étroit où toute réponse semble conduire soit à la perte d'un actif stratégique, soit à une asphyxie financière rapide. La contrainte ne laisse en apparence aucun espace d'ajustement. La première inflexion apparaît lorsque l'on cesse de raisonner en montants absolus pour observer la structure des flux. Avant la crise, l'accès aux gisements aurifères était majoritairement assuré par des sociétés étrangères. Au point de départ, la situation se caractérise donc par une dépendance opérationnelle forte. Extraction, transport et valorisation s'inscrivent dans des circuits externes entraînant une sortie systématique de valeur hors du territoire, puis ne se manifeste pas par une augmentation annoncée des volumes, mais par un changement de contrôle. Lorsque les unités nationales sécurisent physiquement les sites stratégiques, dans les flux restent constants, mais dans leur destination se transforme. Une partie du produit brut de l'extraction commence à être redirigée vers un fonds national, modifiant la logique de circulation de la valeur sans toucher aux quantités produites. Le deuxième indicateur concerne la vulnérabilité financière externe.
Dans la, mission- Dans la situation initiale, l'exposition aux sanctions est élevée car chaque maillon de la chaîne dépend d'acteurs soumis aux leviers occidentaux. Au point de départ correspond ainsi à un risque concentré. Puis apparaît avec la mise en place de corridors logistiques alternatifs et la sécurisation accrue des routes de transport. Aucun chiffre nouveau n'est avancé, mais le rapport au risque change. La probabilité de perturbation soudaine diminue, ce qui constitue un gain économique indirect. La valeur ne se mesure pas ici en revenus supplémentaires, mais en réduction de l'incertitude, élément central pour la stabilité budgétaire. Un troisième indicateur, plus discret, concerne la surveillance des zones aurifères. Avant l'ultimatum, plusieurs périmètres demeuraient exposés à des ingérences ou à des pressions indirectes. Au point de départ, c'est celle d'une visibilité partielle et fragmentée. Puis, se forme lorsque des dispositifs de surveillance renforcés sont déployés, permettant un contrôle plus fin sans escalade militaire visible. Des images satellitaires étrangères signalent à plusieurs reprises des mouvements inhabituels, interprétés comme irréguliers. Du point de vue national, ces mouvements correspondent à une transition vers une autonomie opérationnelle accrue. Pris ensemble, ces éléments montrent que l'impact quantitatif de la crise ne se lie pas dans des hausses spectaculaires ou des chiffres de croissance. Il se situe dans la redéfinition interne de la valeur stratégique. Les nombres servent ici à encadrer une transformation structurelle, la capacité d'absorber une pression extérieure en modifiant les paramètres du système plutôt que les volumes qu'il produit. Dans cette lecture, l'ultimatum ne déclenche pas une perte nette, mais une redistribution du pouvoir économique interne. L'analyse rigoureuse impose d'examiner les critiques les plus solides adressées à la stratégie adoptée. Le premier argument, largement partagé dans les milieux économiques internationaux, repose sur une logique de prudence. Selon cette lecture, un État déjà exposé à des pressions financières et dépendant de circuits extérieurs ne peut qu'aggraver sa situation en interrompant brutalement les flux existants. Réorganiser l'exploitation minière en pleine crise serait, dans cette optique, un facteur d'isolement accru, réduisant la capacité de négociation et augmentant le risque d'un choc économique prolongé. Un second argument d'ordre géopolitique insiste sur le déséquilibre potentiel créé avec les puissances occidentales. Le raisonnement est le suivant. Le G7 et les institutions financières internationales disposent de leviers suffisamment puissants pour rendre toute résistance coûteuse à moyen terme. Dans ce cadre, une stratégie graduelle fondée sur des concessions partielles ou des contre-propositions aurait permis de préserver une partie de la souveraineté tout en limitant l'escalade diplomatique. La nationalisation rapide des sites aurifères apparaît alors comme un pari risqué, susceptible de figer durablement les relations extérieures. Ces deux arguments méritent non d'être pris au sérieux. Toutefois, les éléments disponibles invitent à les replacer dans leur contexte précis. L'ultimatum formulé ne prévoyait aucune marge de négociation intermédiaire. Il imposait un choix binaire, conçu pour produire une réponse mécanique. Dans ces conditions, la logique du compromis perd sa pertinence opérationnelle, car aucune concession partielle n'était intégrée au dispositif initial. Le risque de sanction existait indépendamment de la réaction, il découlait directement de l'exigence elle-même.
La réponse observée s'inscrit donc dans une lecture structurelle. En reconfigurant l'accès aux gisements, en sécurisant les sites différents sur ce site et en redirigeant les flux vers des circuits internes, le pays a restauré une capacité d'action là où l'option du compromis n'en offrait plus. Ibrahim Traoré ne nie pas les coûts potentiels de cette trajectoire, mais il parie sur un rééquilibrage interne plutôt que sur une attente prolongée d'un assouplissement externe. La solidité de cette approche réside moins dans l'absence de risque que dans la cohérence entre la contrainte initiale et la réponse choisie. À ce stade, le centre de gravité change. À ce stade du processus, l'attention extérieure reste focalisée sur l'échange d'ultimatums et sur la montée des tensions diplomatiques. Pourtant, un facteur presque invisible modifie l'équilibre réel de la crise. Il ne s'agit ni d'une annonce officielle, ni d'un geste spectaculaire, mais de la confirmation interne d'une information stratégique déjà disponible avant le choc, l'existence d'un gisement aurifère inexploité, absent des évaluations des partenaires occidentaux. Cette donnée reconfigure silencieusement le rapport de force. La portée de ce pivot tient à sa temporalité. La découverte précède l'ultimatum, mais son effet ne se révèle qu'après. Elle offre à Ibrahim Traoré une marge d'action inattendue, non parce qu'elle augmente immédiatement les volumes exploitables, mais parce qu'elle transforme la nature même de la négociation implicite. La crise cesse d'être uniquement financière. Elle devient informationnelle et opérationnelle. Dans les jours qui suivent, plusieurs signaux convergent. Des équipements techniques fournis par des partenaires non traditionnels sont déployés sur des zones jusqu'alors secondaires. Des systèmes d'observation étrangers détectent ces mouvements sans en saisir pleinement la finalité. Il se crée alors un décalage croissant entre ce que perçoivent les observateurs externes et ce que prépare l'appareil d'État. Cette révélation médiane éclaire rétroactivement les décisions initiales. Le refus de l'ultimatum n'est plus seulement un acte de résistance, il s'inscrit dans une logique de repositionnement fondée sur la maîtrise d'une information clé. À partir de ce moment, le cœur de la crise se déplace du terrain de la dette vers celui du contrôle des ressources et de la connaissance stratégique. Les répercussions de la séquence engagée ne prennent pas la forme d'un choc unique. Elles se diffusent parfois par vagues successives touchant des groupes distincts selon des temporalités et des logiques propres. Cette dispersion permet de mesurer la profondeur du basculement au-delà du moment initial. Pour les États voisins du Sahel, l'effet est d'abord perceptif. L'attitude adoptée par le Burkina Faso est observée avec une attention soutenue, non comme un modèle prêt à l'emploi, mais comme un test grandeur nature. Au Mali, au Niger et en Guinée, des échanges discrets s'intensifient entre responsables techniques et sécuritaires. Il ne s'agit pas d'alliances formelles, mais d'une veille partagée. La posture d'Ibrahim Traoré introduit une hypothèse nouvelle, celle qu'un refus coordonné, structuré, puisse infléchir des rapports de force jugés jusque-là figés. Cette possibilité, même incertaine, modifie l'environnement régional. À l'intérieur du Burkina Faso, les dynamiques nationales évoluent à plusieurs niveaux. Les administrations financières, confrontées à la nécessité de redéployer les flux, réorientent progressivement leurs priorités vers un fonds interne alimenté par les revenus miniers. Cette décision
technique en apparence, elle se produit un effet politique indirect. Elle renforce la perception d'une reprise de contrôle sur des leviers économiques clés. Sur les sites orifères, les travailleurs passent d'une phase d'attente inquiète à une mobilisation prudente. La sécurisation accrue et la continuité opérationnelle réduisent la crainte d'un effondrement soudain, tout en ancrant l'idée que l'effort local s'inscrit dans une stratégie nationale cohérente. Les anciens nœuds de dépendance subissent, eux, un choc d'adaptation. Les secteurs liés au transport, à la transformation et à la commercialisation, historiquement connectés à des circuits étrangers, doivent se réorganiser et ça rapidement. L'absence de compromis immédiat avec les puissances occidentales déplace le centre de gravité vers des partenariats alternatifs. Cette transition n'est ni fluide ni sans coût, mais elle réduit progressivement la vulnérabilité associée à un modèle unique d'exploitation. La contrainte agit ici comme un accélérateur de diversification. Enfin, les corridors vitaux concentrent les tensions les plus visibles, routes de transport, zones de stockage et périmètres miniers deviennent des infrastructures dans les critiques. Leur sécurisation vise un objectif précis: garantir la continuité des flux face aux pressions extérieures. Le déploiement d'unités spécialisées redessine les cartes internes du contrôle territorial. Cette consolidation, loin d'être symbolique, assure la stabilité minimale nécessaire au redéploiement économique. Pris ensemble, ces effets montrent que la crise ne se résume pas à une posture de résistance. Elle produit une recomposition progressive où chaque groupe intègre le choc initial pour en transformer la portée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays ne se contente pas de répondre. Il reconfigure son architecture interne de pouvoir et de vulnérabilité. L'évolution de la situation peut être envisagée à travers trois trajectoires distinctes, construites non comme des prédictions, mais comme des enchaînements conditionnels, observables. Chaque scénario dépend de variables identifiées, depuis l'ultimatum et de la manière dont elles interagissent dans le temps. Et un premier cas de figure serait celui d'une stabilisation sous tension. Si les pressions occidentales se maintiennent à leur niveau actuel, alors le système pourrait entrer dans une phase de stabilité relative mais constamment sollicitée. Les corridors sécurisés continueraient de fonctionner, tandis que les administrations financières renforceraient les mécanismes internes de gestion des flux. Les partenariats alternatifs déjà amorcés assureraient la continuité opérationnelle sans éliminer les frictions diplomatiques. Dans cette hypothèse, l'équilibre resterait étroit. La capacité de résistance dépendrait d'une vigilance permanente et d'une coordination institutionnelle soutenue. Le pays ne s'effondre pas, mais il avance sous contrainte continue. Dans une version plus favorable, on verrait plutôt une consolidation et une expansion. Si les coopérations régionales africaines se renforcent et que les appuis techniques non conditionnels se multiplient, sera alors une dynamique plus ascendante pourrait s'installer. La sécurisation durable des sites miniers et la diversification logistique réduiraient les vulnérabilités structurelles. Les revenus redirigés vers le fonds national pourraient être mobilisés pour soutenir l'agriculture, l'industrie de transformation et certaines infrastructures stratégiques. Cette trajectoire créerait un précédent régional, celui d'un État
capable de transformer une pression extérieure en levier d'autonomie économique progressive. Et dans une version plus dégradée, il faudrait compter sur une escalade et des perturbations. Si les sanctions s'intensifient et si plusieurs leviers diplomatiques s'activent simultanément, alors le système interne serait confronté à des contraintes soit plus sévères. Les chaînes d'approvisionnement pourraient se fragmenter. Les circuits financiers être davantage restreints et les corridors vitaux doivent exposés à des tentatives de déstabilisation. Ce scénario n'implique pas un effondrement automatique, mais une augmentation significative des coûts d'adaptation. La résilience dépendrait alors de la rapidité des réallocations stratégiques engagées en amont. Dans chacun de ces cas, une clé de lecture s'impose. Si la structure actuelle évolue à la marge, alors des transformations profondes peuvent émerger à l'échelle du système entier. La question centrale reste ouverte et elle conditionne la suite de la trajectoire. Les effets de la crise ne se lisent pas uniquement dans les décisions institutionnelles ou les équilibres géopolitiques. Et ils apparaissent aussi dans la manière, c'est-à-dire dont différents segments de la société interprètent et réévaluent leur propre position face aux ressources nationales. Trois groupes en particulier cristallisent ces lectures contrastées. Chez les jeunes, l'épisode agit comme un révélateur. La confrontation met en lumière la dimension concrète de la souveraineté économique, souvent perçue jusque-là comme une notion abstraite. L'attention se porte moins sur les discours que sur les mécanismes qui contrôlent, qui décident, qui bénéficient réellement des ressources. Cette génération observe comment un État tente de redéfinir ses marges d'action dans un environnement mondialisé, non par rupture idéologique, mais par ajustement d'opérationnel. La question n'est pas de savoir qui a raison, mais ce qu'il est possible de faire sous contrainte. Pour les travailleurs, notamment dans les secteurs miniers et logistiques, l'impact est plus immédiat. La sécurisation des sites et la continuité des activités modifient donc la perception du risque. Le travail quotidien cesse d'être associé uniquement à une chaîne externe de valeur. Il s'inscrit davantage dans une logique nationale où l'effort local semble reconnecté à des bénéfices internes, même encore incertains. Cette relecture renforce un sentiment d'utilité stratégique sans promettre de gains immédiats. La diaspora, enfin, adopte une posture ambivalente. D'un côté, l'intérêt pour les décisions gouvernementales s'intensifie, de l'autre, le besoin de comprendre les implications internationales devient plus pressant. Les récits organes, parfois contradictoires, incitent à chercher des repères fiables. À travers ces regards croisés, une même interrogation traverse l'espace social. Comment ajuster une trajectoire collective lorsque les événements révèlent, de manière brutale, ce que signifie protéger un levier économique vital? À ce stade, la question n'est plus celle du refus initial, mais celle de la consolidation dans le temps. La trajectoire ouverte par la crise exige une séquence d'actions structurée, lisible et mesurable, afin d'éviter qu'une riposte ponctuelle ne s'érode sous la pression prolongée. L'approche L'approche associée à Ibrahim Traoré repose sur une logique simple: convertir la contrainte extérieure en architecture interne durable. La première étape consiste à sécuriser de manière permanente les infrastructures critiques. Mines, routes de transport et zones de stockage doivent être intégrées dans un dispositif stable, non exceptionnel. L'objectif est la continuité
opérationnelle. L'indicateur principal n'est pas l'intensité militaire, mais la réduction des interruptions logistiques et des zones grises décisionnelles. La deuxième étape vise la diversification des chaînes de transformation. Tant que la valeur ajoutée dépend majoritairement de circuits extérieurs, la vulnérabilité demeure élevée. Le développement de capacités locales, appuyées par des partenariats techniques non conditionnels, permettrait de raccourcir la chaîne et de renforcer le contrôle national. Le progrès se mesurerait par la part croissante de ressources traitées sur le territoire. La troisième étape concerne la structuration financière interne. Les flux redirigés vers un fonds national doivent être gérés avec des règles de traçabilité renforcées. L'enjeu n'est pas seulement budgétaire. Il s'agit de rendre visible l'articulation entre ressources stratégiques et priorités économiques, qu'il s'agisse d'agriculture, d'industrie de transformation ou d'infrastructures de base. Enfin, la consolidation des alliances régionales complète le dispositif. La coopération africaine, technique et sécuritaire, agit comme un multiplicateur de résilience. Sa progression se mesure moins par des déclarations que par la régularité des actions coordonnées. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, elle propose une méthode. Ancrer chaque décision dans une capacité mesurable afin que la crise initiale devienne une base de stabilisation plutôt qu'un épisode isolé. En remontant le fil de cette séquence, un motif discret mais constant réapparaît, celui de l'alignement progressif entre décisions politiques et capacités collectives. Ce n'est ni un slogan, ni une rupture spectaculaire qui soutient de la trajectoire observée, mais une accumulation de choix cohérents, souvent invisibles à l'extérieur. Les alliances régionales africaines, d'abord perçues comme un arrière-plan, se révèlent alors comme une charpente silencieuse. Elles absorbent une partie de la pression et donnent de la profondeur à chaque décision prise. Dans cette perspective, le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins dans l'instant que dans la continuité. Sa démarche ne repose pas sur l'isolement, mais sur l'entrelacement patient de soutien technique, sécuritaire et politique. Ce réseau, encore informel, permet de transformer une contrainte ciblée en espace d'action partagée. La crise change alors de visage. Elle n'est plus seulement une épreuve subie, mais une construction progressive. Le rappel de ce motif modifie la lecture finale. Ce qui semblait être un refus frontal apparaît comme une recomposition plus large où chaque acteur régional reconnaît la valeur d'une souveraineté assumée sans ostentation. Cette reconnaissance n'est pas proclamée, elle se manifeste dans les ajustements, les relais et les silences coordonnés. Une idée s'impose avec sobriété. Lorsque la cohésion s'installe, la pression perd une partie de sa force. Au terme de ce parcours, une évidence demeure. Comprendre les dynamiques qui redéfinissent le rapport aux ressources ne relève pas uniquement des décideurs. Cela suppose un regard collectif, attentif aux mécanismes plus qu'aux postures. La séquence observée montre comment une crise, lorsqu'elle est analysée dans sa durée, éclaire les ressorts profonds de la souveraineté économique contemporaine. Et c'est l'expérience du Burkina Faso invite à la dépasser la réaction immédiate pour interroger la leçon sortant les conditions d'une autonomie opérationnelle dans un environnement de pression multiple. Elle ne propose pas de modèle universel, mais un cas d'étude dont les enseignements restent ouverts. J'ai observé, comparé, discuter devient alors un acte utile, non pour trancher,
mais pour mieux comprendre les marges d'action possibles. Dans cet espace encore ceci de style en mouvement, chacun peut choisir son niveau d'implication. Aí, certains suivront les prochains développements, d'autres confronteront seront des trajectoires à des situations similaires ailleurs. L'essentiel est de maintenir un dialogue informé, dégagé de l'urgence émotionnelle et attentif aux faits. La question reste volontairement ouverte lorsque les ressources telles stratégiques deviennent le cœur du rapport de force. Quelle forme de coopération et de décision permettra réellement de préserver l'avenir collectif?